Et je tiens à saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude à vous-même ainsi qu'à votre bureau, sans la participation duquel cette conférence n'aurait pu se tenir. Vos officiers ont, pour leur thème sportif, mouillé le maillot pour les différentes présentations qu'ils ont faites. Et vous-même, comme toujours, et ce depuis les prémices de la commission, avez répondu présent et avez soutenu la commission en bras-le-corps, conscient que la pratique du droit et la recherche juridique doivent travailler main dans la main afin de consolider notre état de droit. Donc, encore une fois, et très sincèrement, du fond du cœur, merci, monsieur le directeur. Donc, avant d'en venir au contenu des infractions contre les personnes, il convient de dire quelques mots sur sa topographie. Autrement dit, la place qu'elle occupe dans le code pénal, puisque ce n'est pas anodin. Au sein de notre code pénal, les infractions contre les personnes arrivent en seconde position, tandis que dans le code pénal français, elles occupent, pour ainsi dire, la pole position. Dans notre code pénal, ce sont les infractions contre l'État qui viennent en premier. Et ce choix, en fait, en dit long sur les préoccupations du législateur de l'époque, de même que sur celles du législateur français. En effet, c'est là un choix conscient. Le législateur ayant entendu donner la primauté en France à la protection de la personne devant celle de l'État, étant donné que ce dernier, la protection de la personne physique, quand bien même on épouserait une vision organiciste de l'État, ne serait rien sans les personnes qui le composent. Pour cette présentation, je vais me concentrer sur deux types d'infractions, même si sans doute par contrainte de temps, je ne peux pas tout les traiter. Donc, d'une part, les actes d'agressivité, et d'autre part, les actes de prédation, sachant que la terminologie employée diverge selon les auteurs de doctrine qui les traitent. Donc, parmi les actes d'agressivité, on a les infractions d'homicide et les infractions de violence. Et pour ce qui est des actes de prédation, les infractions sexuelles impliquant pas de contact physique et celles impliquant un contact physique. Donc, tout d'abord, concernant les actes d'agressivité, on va voir l'homicide. L'homicide, bien sûr, on prend en premier le plus interdit, tu ne tueras pas. Toutes les législations condamnent le principe, rejoignant ainsi la morale naturelle. Il existe plusieurs types d'atteintes volontaires à la vie qui peuvent se distinguer selon qu'elles soient préméditées ou non, ce qui distingue le meurtre de l'assassinat, qu'elles visent certaines catégories de victimes, assassinat de nouveau-nés, ou en considération de l'auteur, infanticide, ou encore selon les modes de commission, comme pour l'empoisonnement. Donc on va commencer par le meurtre. Dans notre interim report de mai 2016, relatif à la réforme du code pénal, la Commission propose d'abroger la section 223.1 pour la remplacer par une autre énonçant toute une série de circonstances aggravantes du meurtre. La nouvelle section énumère 5 circonstances aggravantes du meurtre qui ont en commun de résulter de la personnalité de la victime, une protection accrue étant accordée à certaines catégories de personnes, d'une manière générale ou seulement en certaines circonstances. De plus, d'autres circonstances aggravantes tenant au caractère raciste ou xénophobe du crime, au caractère homophobe du crime, à la commission du crime en bande organisée, ou encore à la commission du crime par le conjoint, le concubin, verrait le jour. On se propose également d'abolir la triste section 242 du Code pénal. Comme je l'ai dit dans mon introduction, cette section permet d'excuser, donc d'excuser ce n'est pas exonérer, mais c'est seulement atténuer la peine du mari qui commettrait un meurtre sur son épouse qui serait surprise en flagrant délit d'adultère, ainsi que sur le complice, si tant est qu'on peut appeler ça un complice, c'est-à-dire l'amant de la personne avec qui elle trompe l'autre conjoint. Le législateur français, lui, a pris le parti pris d'abroger cette position depuis belle lurette. Non seulement ainsi, avec la proposition de la Commission, le meurtre de son conjoint surpris en flagrant délit d'adultère ne serait plus excusable, mais en plus, cela constituerait désormais, si la réforme passe, une circonstance aggravante. Ainsi, il a été proposé, dans le report, d'abroger la dite section, puisque, d'une part, notre section actuelle va encore plus loin que la section française d'origine, parce que la section française d'origine permettait seulement que ce meurtre-là soit excusable quand l'adultère est surpris seulement sous le toit conjugal, alors que ce n'est pas précisé dans notre code pénal, donc ce qui élargit encore plus la possibilité de commettre de telles infractions. Donc c'est la première raison. La
La seconde raison, bien plus idéologique, bien plus aussi, comment dire, honnête, derrière l'abrogation d'une telle section, repose sur le fait qu'on ne peut plus accepter à notre époque qu'une puissance maritale anachronique s'exprime sur la femme qui appartiendrait au mari, ce qui justifierait les crimes d'honneur. Il est pertinent de relever que le bureau du DPP est du même avis, puisque dans sa newsletter en date de juillet 2017, c'est l'issue 72 plus exactement, il est écrit, je cite, que our criminal code still provides for an unjustifiable lenient approach for sexual infidelity in one specific case, et conclut que dans le contexte actuel, personne, homme ou femme, ne possède son conjoint ou concubin. Donc ça, c'est concernant le meurtre. On va passer maintenant aux propositions de réforme relatives à l'empoisonnement. Donc, alors que le meurtre est une infraction matérielle, c'est-à-dire que la mort de la victime est une condition sine qua non pour que l'élément matériel soit constitué, l'empoisonnement, lui, relève de l'infraction formelle. Autrement dit, que le résultat importe peu. La mort de la victime n'entraîne que des circonstances aggravantes, mais n'est pas utile pour caractériser l'infraction en tant que telle. Et cela est vrai tant dans notre code pénal que dans le code pénal français. De plus, dans les deux textes, l'annulus n'est qu'un délai nécessaire. Il faut en effet, pour que le crime d'empoisonnement soit caractérisé, que l'auteur y agit avec l'intention de donner la mort, quand bien même le décès ne s'ensuit pas. Élément commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne. Il a été ainsi suggéré, dans l'idée de report, d'abroger la présente section 236 et de la remplacer par une autre qui se lirait ainsi. Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. Le principal apport de la réforme est en incriminant aussi bien l'emploi que l'administration de substances mortifères. La section 236.1 qui est proposée conçoit le comportement de l'empoisonnement de manière extrêmement large. Concernant l'élément matériel de l'infraction, il faut, pour l'empoisonnement, que l'auteur ait administré à autrui ou ait employé envers lui une substance de nature à donner la mort. C'est ce qu'on appelle les substances mortifères. Et ce, quand bien même, l'administration se fait par la remise de la victime elle-même. C'est-à-dire qu'on persuade, qu'on contraint une personne à s'administrer le poison, l'infraction serait tout de même constituée. À l'instant du meurtre, comme on a vu plus haut, l'empoisonnement est une infraction de commission. Encore une fois, il y a beaucoup de débats là-dessus, et également en France, est-ce que le meurtre peut être commis par omission? Mais pour l'instant, selon la doctrine, selon la jurisprudence, ce n'est pas le cas. Donc l'empoisonnement, comme le meurtre, sont des infractions de commission. Pour ce qui est de l'élément moral, l'empoisonnement est une infraction intentionnelle, c'est-à-dire que l'acte d'administration de la substance mortifère doit avoir été volontaire. Ainsi, celui qui aurait versé, par inadvertance, un poison dans un breuvage destiné à autrui ne pourrait être poursuivi que pour homicide involontaire. Et ce, sous la section 239 du Code pénal. On va passer maintenant, mais je n'ai pas de slide par rapport à ça. Voilà. Et c'est plutôt novateur comme introduction de type d'homicide, ou plutôt de tentative d'homicide, c'est la provocation non suivie des faits à commettre un assassinat ou un empoisonnement. Ce qu'on appelle communément en droit le mandat criminel. Ainsi, il est proposé d'insérer une nouvelle section 236A dans le Code pénal et qui se lirait comme suit. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement sera puni lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, et il est primordial de le souligner, ni commis ni tenté, d'une peine d'emprisonnement et d'une amende n'excédant pas 150 000 roupies. Cette nouvelle disposition vise en effet à pallier une lacune de notre droit pénal. Actuellement, le fait pour un individu de soudoyer un tiers afin qu'il commette un homicide, et si le tiers ainsi embauché n'a donné aucun commencement d'exécution, Mme Gaillard-Musing a beaucoup élaboré sur la notion de tentative, donc n'a pas procédé à un commencement d'exécution au contrat passé, il ne pourrait être éventuellement poursuivi
que sous la qualification de conspiracy, que nous verrons plus en détail avec la présentation de Mademoiselle Support, sur la section 109 du Criminal Code Supplementary Act. Cependant, le problème avec cette dernière section de conspiracy, c'est qu'elle semble incriminer non pas le commanditaire, mais celui qui est chargé d'exécuter la mission d'assassinat. Concernant l'élément matériel de la nouvelle infraction, il ne suffit pas de demander à quelqu'un de commettre un assassinat sur une tierce personne. Il faut encore que la provocation soit qualifiée, c'est-à-dire qu'elle soit accomplie par l'un des modes énumérés par le texte, c'est-à-dire le fait de faire une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques. Quant à l'élément moral, il consiste en la volonté de son auteur de provoquer, par tir interposé, la mort de la victime qu'il désire. Du moment que l'élément intentionnel est caractérisé, peu importe le mobile qui a déterminé l'auteur de la provocation à agir, que ce soit la volonté d'affirmer sa supériorité, celle d'éliminer un rival, celle de se débarrasser d'un conjoint qui refuse le divorce, etc. Le mobile, comme on l'a dit plus tôt, auquel obéit l'auteur de l'infraction est complètement indifférent en droit pénal. Nous allons maintenant passer aux réformes proposées concernant les infractions de violence. Toujours dans l'Interim Report de mai 2016, un document plutôt volumineux que vous pouvez consulter sur le site de la Commission, il a été proposé d'introduire une nouvelle section 223A relative aux tortures et actes de barbarie, et qui disposerait, en sa sous-section 1, que le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie sera puni d'une peine de servitude pénale ne dépassant pas 15 ans. Donc, on punit torture et actes de barbarie. Comment différencier les deux? Même si aucune différence de régime en fait, n'est attachée à une telle distinction, les deux comportements, mission et l'égalité, sont sanctionnés des mêmes peines. Certains auteurs observent quand même que la barbarie, par rapport à la torture, serait plus particulièrement inhumaine. En effet, bien souvent, la torture vise un but, celui d'extorquer des confessions ou de punir quelqu'un, alors que la barbarie comporte un élément de sadisme et de gratuité qui est inhérente à ce genre de pratique. Enfin, concernant les actes de torture et de barbarie, il a été également proposé que ceux-ci soient érigés en circonstances aggravantes de plusieurs infractions. Pour ce qui est de l'élément matériel de cette infraction, il consiste dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépasse de simples violences et occasionne à la victime une douleur et une souffrance aiguë. Quant à l'élément moral, l'auteur doit avoir la volonté de causer des souffrances graves à la victime. À défaut d'une telle intention, les poursuites seront effectuées sous une autre qualification, notamment celle de violence volontaire. L'élément moral consiste aussi, souvent, dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. L'intention peut se déduire implicitement de la nature des faits commis. Donc voilà par rapport aux actes d'agressivité. Passons maintenant aux actes de prédation. La réforme des infractions sexuelles en France, qui a débuté dès les années 80 et qui se poursuit encore actuellement, a opéré un changement de paradigme. Désormais, ce ne sont plus la morale ou l'honneur des familles que le droit entend protéger, mais l'intégrité physique de la victime, son autonomie et surtout son consentement. À Maurice, en revanche, comme ça a été répété à maintes reprises, dans le code pénal, une sorte de palimpseste de l'ancien code pénal français, force est de constater que les infractions sexuelles gravitent toujours, peu ou prou, autour de notions désuètes et pêchent tant au niveau technique que philosophique. Technique d'abord, en se basant toujours sur une doctrine française vieille de 2 siècles, puisque le texte pénal ne fournit pas de définition du viol. Philosophique ensuite, puisque le droit mauricien ne met pas sur une égalité l'auteur féminin et masculin. La femme ne pouvant être que complice d'un tel crime, ne pouvant ainsi se rendre coupable que d'attentat à la pudeur. On peut diviser les infractions sexuelles en 2 catégories, les unes nécessitant un contact physique entre l'auteur et la victime, et les autres n'impliquant aucune atteinte physique. La première catégorie recoupe le viol, les agressions sexuelles, alors que la seconde comprend l'exhibition et le harcèlement sexuel, où là c'est l'intégrité psychique de la personne qui est alors protégée.
Donc voyons tout d'abord les infractions sexuelles nécessitant un contact physique. Ce qui distingue le viol de l'attentat à la pudeur, c'est que le premier consiste toujours, et c'est ce qu'on nous a tous appris en cours, dans une conjonction illicite des sexes comme objet de violence coupable, du moins en droit mauricien. Alors que dans le second, il n'y a pas eu de conjonction ou tentative de rapprochement des sexes. En résumé donc, tout ce qui n'est pas pénétration vaginale par le sexe de l'homme serait, en droit mauricien, un attentat à la pudeur. En revanche, s'il y a une pénétration anale, il s'agit alors de poursuivre l'auteur pour sodomie, et ce, que l'acte soit consenti ou pas. Le code pénal sanctionne également l'attentat à la pudeur sur mineur et les relations sexuelles avec un mineur ou une personne souffrant d'un handicap, et ce, qu'il y ait ou non consentement, ainsi que l'attentat à la pudeur ou les relations sexuelles avec des personnes spécifiques. Concernant le viol, c'est la section 141 qui en fait mention. On a cité Garçon plus tôt le matin. Garot, lui, considère que le viol est le fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté. Quant à l'attentat à la pudeur, visé par la section 249.2 du Code pénal, il s'agit, toujours selon Garot, en le coït illicite comme but des violences coupables. Tel est l'effet, nous dit-il, l'élément qui distingue le viol de l'attentat à la pudeur. Le non-consentement de la victime n'a pas à s'exprimer de manière violente. Ainsi, même si la victime ne repousse pas physiquement son assaillant, de pire que les choses n'empirent, l'infraction est quand même constituée du fait que l'auteur des faits savait éperdument que l'autre partie n'était pas consentante, nonobstant le fait qu'une résistance n'ait pas été opposée. Donc en fait, je fais un impasse sur tout le droit positif mauricien et on va en revenir directement aux réformes proposées, puisque vous êtes tous familiers avec le droit tel qu'il est à Maurice. Donc on va passer directement aux propositions de réforme. Donc on va d'abord voir les infractions ne nécessitant pas un contact physique. Donc il s'agit d'abord du harcèlement sexuel et ensuite de l'outrage public à la pudeur, ce qu'en France on qualifie désormais d'exhibition sexuelle. Concernant l'outrage public à la pudeur, la présente section 148 ne fournit pas une définition de l'infraction ni les modalités de commission de l'infraction. Cette lacune serait corrigée par la nouvelle section 248 qui se lirait comme suit. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public sera punie d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans et d'une amende ne dépassant pas 100 000 euros. La perception doit être directe et immédiate pour avoir pu être directe et immédiate. Il ne suffirait pas que quelques discrétions révèlent après coup l'acte demeuré caché et ignoré au moment même. Donc, je vais rapidement conclure pour quelque chose de très important, c'est la redéfinition du viol. Donc, aucune définition du viol n'est proposée dans le code pénal. Nous, on compte s'inspirer du code pénal français qui considère que le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, que ce soit la personne de la victime ou celle de l'auteur, par violence, menace, contrainte ou surprise. Quelles sont les grandes différences apportées à cela si jamais on adopte cette réforme-là? C'est que toute fellation forcée serait désormais un viol, toute sodomie serait désormais un viol, du moins si jamais si jamais cet acte n'est pas consentant, et surtout qu'une femme pourrait être trouvée coupable de viol sur un homme. Avant, il y a encore 3 ans, en droit français, la femme pouvait être trouvée coupable de viol, mais seulement sur une autre femme. En insérant, par exemple, un objet dans les parties intimes de la femme. Désormais, elle pourra quand même être trouvée coupable de viol sur un homme. Par exemple, en lui forçant à avoir des relations sexuelles avec elle. Donc, j'ai réalisé un petit tableau montrant tous les actes matériels qui constitueraient le viol selon la réforme proposée. Donc, voilà, je pense que mon temps est écoulé. Merci à vous tous.